Très bien, mesdames et messieurs, bonsoir et bienvenue au musée de la main Unichuv pour cette soirée de la survie. J'espère que vous tiendrez jusqu'au bout. L'idée, c'est avec vous d'explorer justement différentes facettes de la survie et en profitant peut-être entre deux moments de mini-conférences et de conférences qui nous auront amenés sur des terrains où la survie est vraiment une question de vie et de mort, de profiter de la vie et d'aller boire un verre au bar qui nous attend. C'est un peu de publicité, mais c'est pour dire que dans la survie, il y a vie. Et on va commencer cette soirée, et nous avons l'honneur d'accueillir Daniel Cherix, qui est un spécialiste reconnu dans le domaine qui nous intéresse au début de cette soirée, c'est-à-dire sur le grouillement de la vie. On a l'impression souvent que le passe-temps favori de la vie sauvage, c'est justement de survivre, mais ce passe-temps-là n'est pas forcément que du loisir, c'est une nécessité et qui conduit à des formes d'inventivité pour un spectateur extérieur assez extraordinaire. Et donc pour nous, c'est une chance que d'avoir avec nous Daniel Cherix, qui est professeur honoraire au département d'écologie et d'évolution à l'université de Lausanne, qui est ancien conservateur du musée cantonal de zoologie de Lausanne, qui a, passé sa vie aussi à suivre justement le comportement des petites et des grosses bêtes, mais notamment dans le domaine de l'étude des fourmis, entre autres, aux quatre coins du monde, on peut le dire, et dont on se réjouit maintenant de pouvoir entendre justement ces récits et ces analyses et ces témoignages quant à cette inventivité de la vie pour continuer à exister dans le monde animal. Et je le remercie, je lui donne tout de suite la parole. Merci. Merci beaucoup. Bien, mesdames et messieurs, alors on va tout de suite commencer par montrer à quoi peut correspondre une stratégie de survie. C'est-à-dire que tous les moyens sont bons. En fait, vous allez exploiter tout ce qui est possible. Et à première vue, vous dites, voilà, vous êtes tranquillement installé ici, donc vous n'avez aucun souci. Mais en fait, vous êtes déjà inconsciemment en train de penser à des stratégies de survie. Parce que votre voisin, finalement, vous ne connaissez pas trop, vous dites, est-ce qu'il va m'agresser, etc. Donc faites attention, ouvrez l'œil, puis on verra à la fin s'il reste encore des personnes dans la salle. Alors, toute première chose, c'est vrai que finalement, on pense que le monde animal, tout est joli, tout est bon, on va voir des animaux, tout le monde a l'air heureux, tout se passe. Il n'y a jamais rien qui est comme ça. Le monde animal et végétal, en fait, est tout le temps en train soit de résister à un prédateur, à un parasite, soit de trouver une stratégie pour attraper une proie. Donc en fait, ce que vous pensez comme être un animal qui est en train de se reposer, il ne se repose absolument pas, il prend quelques forces avant de continuer sa stratégie pour se nourrir ou effectuer une prédation. Donc ça, c'est un point très important. Et puis, ce qu'il faut savoir, c'est que dans le monde animal, vous n'avez que trois choses importantes. La première, c'est de se reproduire. Deuxième, de grandir. Et puis la troisième, une fois que vous aurez grandi, c'est de vous reproduire. Et vous disparaissez. En fait, la majorité des espèces animales, elles font ça. Une fois qu'elles ne sont plus capables de se reproduire, tout entre en sénescence, les cellules entrent en sénescence et vous disparaissez. Ce qui pose un problème fondamental auquel vous n'avez pas pensé, c'est que dans le monde animal, il n'y a pas de grand-mère. Alors ça vous paraît, on rigole parce qu'on est là entre nous, on dit c'est très bien. Des grands-mères, vous en trouverez dans l'espèce humaine, vous en trouverez chez les éléphants, vous en trouverez chez les baleines et vous trouverez chez les primates. Mais c'est tout. Partout ailleurs, une fois que des individus ne sont plus capables de se reproduire, ils disparaissent. Donc ça veut dire quoi? Ça veut dire simplement que l'essentiel des espèces animales, c'est de se reproduire. Alors, non, ça pose un petit problème, et on va prendre l'espèce humaine, c'est que, messieurs, nous sommes malheureusement, à la naissance, il y a toujours plus de garçons que de filles qui naissent. Alors, vous allez pouvoir chercher des tas de raisons. Elles sont assez simples. Hein. C'est en fait la sélection naturelle qui a fait que les garçons ont un comportement trop dangereux, inattentif, mais surtout trop dangereux. Ils se battent avant l'âge de la reproduction. Et le but, c'est qu'une espèce n'a qu'un seul, c'est de se reproduire. Donc si vous perdez votre reproduction, si vous perdez les mâles reproducteurs, soit vous abandonnez la production, vous passez à la parthénogenèse, c'est très ennuyeux, mais ça existe, mais là vous pouvez le faire. Soit vous dites, espérons que la sélection naturelle va forcer la dose et elle va mettre plus de garçons que de filles. Mais rassurez-vous, les chiffres sont intéressants. On a les chiffres pour l'Allemagne, pour l'Europe, pour le monde entier, mais ça varie un tout petit peu par région.
En gros, il y a toujours, grosso modo, entre 100 et 120 garçons de plus à la naissance. Et au moment de l'âge reproducteur, c'est-à-dire entre 16 et 20 ans, eh bien, vous avez un équilibre parfait. Et c'est ce qu'on rencontre chez toutes les espèces animales où il y a autant de mâles que de femelles. S'il y a un déséquilibre, tôt ou tard, ça finira mal. C'est-à-dire qu'il va rester plus que des mâles. À ce moment-là, ben, voilà, c'est de toute façon fini. Ou il va rester plus que des femelles. Alors, soit elles sont très inventives pour passer, comme je vous l'ai dit, une reproduction asexuée, sans sexe, soit elles disparaissent aussi. Ça, c'est un point qui est assez fondamental. Donc, songez ici en sortant, ne traversez pas la route sans regarder à gauche et à droite, hein, parce que ça peut, voilà, c'est le comportement des garçons est un comportement nettement plus dangereux. Alors, évidemment, on ne pense qu'à ça, mais c'est pas qu'on ne pense qu'à ça, c'est que les espèces animales vont se développer pour transmettre leurs gènes et avoir des descendants. Un point, c'est tout. Donc ça s'arrête là. Alors, ça peut mettre plus ou moins de temps. C'est vrai que si vous prenez une baleine, ça va prendre plus de temps. Si vous prenez une tortue des Galapagos, ça va prendre peut-être 200 ans avant que ça arrive. Mais enfin, c'est quand même bien. Tout va être mis en place pour arriver à cet âge-là, pour se reproduire. Et après, advienne que pourra, on disparaît. Certaines espèces vont avoir une vie quand même suffisamment longue pour se reproduire pendant peut-être 10, 15, voire plus longtemps. Mais il est évident que beaucoup d'espèces vont se reproduire au bout d'une année et vont disparaître dans les jours qui suivent. Alors, comme il faut faire un peu d'économie, c'est toujours beaucoup plus chic lorsqu'on parle d'économie, vous devez quand même avoir aussi en tête une équation qui est fondamentale, c'est que très clairement, pour chaque espèce et chaque individu, si vos bénéfices ne dépassent pas vos coûts, vous êtes mort. Donc pensez-y toujours, c'est que si vous êtes là, vous êtes très heureux parce que vos bénéfices ont dépassé vos coûts. Vous avez pu vous déplacer en termes énergétiques simplement, depuis chez vous jusqu'ici, vous n'êtes pas mort, vous n'êtes pas exsangue et ne pouvons plus respirer ou avancer. Bon, après, vous pouvez toujours voir quelque chose dans l'étage en dessous, mais en fait, vous avez réussi à battre ceci. Et ceci, cette formule, vous l'appliquez tout le temps. Donc, pensez-y, donc se reproduire et puis toujours avoir des bénéfices. Hein. Ça, c'est évidemment assez fondamental. Alors maintenant, je vous propose un petit jeu qui est assez marrant. Bon, je ne sais pas ce que ça donne sur le grand écran, mais en fait, il faut un tout petit peu s'habituer. C'est quelques exemples d'espèces qui se cachent. Et évidemment, là, bon, ça c'est assez facile. Hein. Celle-ci, je pense que vous la voyez très bien. Celle-ci, la photo n'est pas très bien. Il faut chercher un tout petit peu. Hein. J'espère que vous avez quand même vu qu'il y avait une girafe dans le coin. Hein. C'est quand même la girafe qui se cache, qui est assez grande, qui est assez originale. Ici, bon, cherchez bien, il y a une sorte d'oiseau là qui est un peu... Ouais, pas du tout. Vous avez vu qu'il y a un prédateur qui est dans le coin, dans les herbes, juste là. Donc c'est quand même pas si mal que ça. Les espèces arrivent à bien se cacher. D'accord? Et ici, bon, cette photo est très classique, hein, elle a fait le tour de la planète, mais c'est quand même assez étonnant pour un myriapode, donc une espèce avec beaucoup de paires de pattes. Hein. Vous voyez ces paires de pattes blanches qui sont là, et le corps ressemble à la nervure, mais avouez que c'est quand même assez fort. Mais c'est assez fort pour nous, parce que voilà, on se fait prendre un tout petit peu et vous montrer que se cacher, c'est relativement facile. Et puis alors, il y a des choses qui sont aussi, ça peut être haut en couleur, puisque en fait, il s'agit d'une menthe religieuse qui a des couleurs originales, mais qui ressemble à la fleur sur laquelle elle se tient et où elle va se nourrir. Donc, une des premières choses, c'est de se cacher. C'est de se confondre avec le milieu. Alors, c'est ce qu'on essaye de faire quand on est petit pour jouer, on va se cacher. Et alors là, on va parler, dans ce cas-là, de choses particulières. Juste avant, j'ai découvert très récemment, c'est une étude qui est apparue il y a un mois, des chercheurs allemands qui revenaient de Madagascar et qui ont découvert un gecko, qui est un gecko qui fait à peu près 28 cm, je crois que la queue fait 14 cm, c'est un grand gecko, et lui a trouvé une technique originale pour survivre, c'est qu'il abandonne ses écailles. Alors vous savez, chez nous, oui, les lézards, si un chat attrape un lézard, le lézard va abandonner sa queue, la queue va bouger comme ça, le chat est plus intéressé parce qu'il bouge comme ça, donc il va rester là et laisser le lézard s'enfuir. Mais là, avouez que c'est quand même une stratégie assez originale, puisque vous allez vous déshabiller quasiment devant le prédateur, donc le prédateur va vous attraper, les écailles vont lui rester dans les griffes ou dans la bouche, et il va mâcher ça en vous laissant partir. Donc c'est une stratégie qui est tout à fait originale. Donc c'est une espèce assez originale, elle aussi, de Madagascar. Alors, dans ces stratégies, il va falloir
Le temps va vous permettre de vous adapter, soit morphologiquement, soit du point de vue comportement, soit d'utiliser les deux. Alors on va regarder un tout petit peu un certain nombre d'exemples qui existent à ce niveau-là. Et si l'on parle de la morphologie uniquement, avouez que ce petit reptile qui est sur une branche a fait, on va dire, l'extrême en termes de camouflage. Parce que s'il ne bouge pas, si vous êtes un prédateur un peu pressé, eh bien vous ne voyez pas grand-chose, vous ne voyez rien. Puisque le plus souvent dans la prédation, c'est le mouvement qui va déclencher l'attaque du prédateur. Donc ne bougez pas, vous restez là et on vous est ignoré par les autres espèces. On a alors chez nous d'autres espèces qui vont imiter des branches. Et ça, évidemment, c'est si vous vous mettez à imiter d'autres éléments du milieu dans lequel vous vivez, c'est évidemment une technique qui est assez facile. Vous voyez, c'est ce qu'on appelle une chenille arpenteuse. Pourquoi arpenteuse? Parce qu'en fait, elle a 3 paires de pattes devant, 2 paires de fausses pattes derrière, puis elle va se déplacer comme si elle mesurait, comme un géomètre. Et je rappelle que les géomètres au Canada sont des arpenteurs. Alors, en fait, on parle de chenille arpenteuse qui est en déplacement. Mais dès qu'elle est surprise par des vibrations, par un son, elle s'immobilise et voilà, vous pouvez passer à côté sans la voir et en lui laissant la vie sauve. Alors évidemment, il y a d'autres exemples de se confondre dans le milieu et il y a des exemples qui sont très jolis puisque celui-ci est un exemple qui vient d'Angleterre. C'est une espèce de papillon que l'on trouve aussi chez nous, qu'on appelle le piston du bouleau. Alors il y a 2 individus sur cette photo. Celui qui est blond, légèrement tacheté, qui ressemble vraiment à l'écorce de bouleau, est sur la droite, alors qu'il y a une forme noire qui existe, mais dans les populations normales de ce papillon, vous avez à peu près 10 000 papillons forme de droite, et puis vous en avez 1 ou 2 formes de gauche, qui existent toujours, qui sont, on va dire, un petit peu les ratés du coin. Mais le problème, c'est que en Angleterre, dans la région de Liverpool, eh bien, on a eu une forte industrialisation avec beaucoup d'utilisation de charbon. Et ce qui s'est passé, c'est que les bouleaux ont changé. Les bouleaux ont changé de couleur puisque la pollution s'est déposée sur les bouleaux. Les écorces de bouleaux sont devenues noires. Et à ce moment-là, l'histoire s'est inversée. C'est-à-dire que les formes noires y ont gagné parce qu'on ne les voyait plus. Et les formes blanches qui se reposaient la journée, il s'agit d'un petit papillon nocturne, ben voilà, elles étaient bien vues, donc les oiseaux sont mis à manger du piston du bouleau, mais la forme blanche uniquement. Donc en l'espace de 15 ans, on a vu des populations qui passaient de quelques individus noirs, toujours produits dans la population, à tout d'un coup l'inverse, c'est-à-dire quasiment 99% d'individus noirs qui ont pu subsister. Et ceci se passe relativement rapidement. Avec une génération par année, il suffit d'éliminer d'abord les blancs, donc la population va s'effondrer, et puis les noirs vont petit à petit se reproduire. Les conditions sont idéales pour eux, optimales, donc ils vont dominer. Et alors évidemment, après, qu'est-ce qu'ils ont fait les British? Ben, les British, ils ont mis des filtres sur leurs usines, les bouleaux ont repoussé, donc maintenant on est en train de repasser en sens inverse, c'est-à-dire qu'on va retomber sur la forme blanche. Donc vous voyez que la nature peut réagir finalement assez rapidement à ces espèces-là. Alors là, c'est un joli cas parce que ça va nous apprendre plusieurs choses. J'aimerais que vous sortiez quand même de cette salle avec, disons, au moins 1 ou 2 trucs pour survivre. Alors, pour survivre, je vais vous en donner un de trucs. C'est de toujours vous méfier des individus qui portent des couleurs, ce qu'on appelle des couleurs d'avertissement, ou couleurs aposématiques. C'est-à-dire le rouge, le jaune, le noir et le blanc. Lorsque vous avez un individu qui a ces 4 couleurs, eh bien, bon, dans la rue, ça va. Mais si vous vous promenez dans la nature, un individu, une espèce animale, une espèce végétale, qui a ces 4 couleurs ou un mélange de ces couleurs, méfiez-vous. Tout simplement parce que cette espèce peut être toxique, ou bien peut être venimeuse, ou peut être très dangereuse. Alors on a un très joli exemple ici, c'est les fameux serpents corail. Serpent corail, c'est ce qu'on appelle serpent minute. Si vous faites mordre par un de ces serpents, vous avez grosso modo 1 minute pour faire vos dernières volontés. Donc il faut être très rapide. Et puis à côté, sur la droite, eh bien, vous avez une très jolie couleuvre, mais qui ressemble étrangement au serpent corail. Alors si vous n'avez pas bien mémorisé l'ordre des couleurs, touchez pas. D'accord? Donc ça, vous avez intérêt parce que vous pourriez confondre. Et alors, on s'est dit, mais alors, vous voyez, c'est vrai que c'est intéressant, c'est que si une espèce qui est inoffensive se met à imiter une espèce qui est
dangereuse, elle va bénéficier d'une certaine protection. Absolument. En fait, c'est de copier une espèce qui est dangereuse. C'est ce qu'on appelle du mimétisme batésien. En fait, ce nom vient d'un chercheur anglais, un entomologiste qui était en Amérique du Sud pendant de nombreuses années et qui a observé ça chez des tas d'espèces animales. Il y a plein, c'est bourré de menteurs dans la nature. Donc, il y en a plein qui vont copier des autres, mais en fait, ils les copient surtout pour se mettre un peu à l'abri. Donc, dans une région où vous avez des serpents corail, vous avez des chances de trouver des couleuvres comme celle-ci. Mais je vous déconseille de chercher à savoir qui est qui. D'accord ? Et ça, c'est une très bonne stratégie pour le serpent corail, c'est que lui, il est visible tout le temps. Donc, il a peu de chances de se faire attaquer parce que les espèces n'essayent quasiment pas. En fait, ça se transmet comment au cours des générations qu'une espèce est dangereuse. Mais comme elles ont appris que ces couleurs-là, c'est-à-dire ces couleurs d'avertissement, sont à éviter, ben elles vont se dire que ça ressemble bien à première vue, même s'il y a une petite différence dans l'ordre, dans la forme. Ça, on ne prend pas les détails, donc elles évitent de toucher l'autre espèce. Et ce mimétisme batésien, il est bien sûr utilisé à outrance dans le monde animal. Et chez nous, eh bien, on va avoir une quantité d'espèces qui vont copier celles qui piquent, c'est-à-dire les bourdons, les abeilles et les guêpes, mais on a des tas de mouches qui vont copier ça. Et très souvent, on dit « Ouh, j'ai vu une guêpe. » Non, si c'est noir et jaune, c'est bien une couleur d'avertissement, mais ça peut être un très gentil syrphide, comme vous avez ici sur la gauche, c'est-à-dire c'est des diptères dont les larves mangent des pucerons, c'est assez utile dans les jardins, mais qui copient les autres espèces. Et ça peut être des copies qui sont de très haute qualité et qui permettent vraiment aux espèces de s'en tirer. Il y a un exemple qui est très classique et qui est très joli, c'est l'histoire du papillon monarque. Vous savez que c'est un papillon que l'on va trouver essentiellement en Amérique du Nord, mais qu'on trouve aussi en Australie et dans 2-3 autres régions. Le monarque est connu en Amérique du Nord pour ses immenses migrations, puisqu'il va migrer du Québec jusqu'en dessous de San Diego jusqu'en Basse-Californie. Et ce papillon est un grand papillon, et il a une caractéristique, c'est qu'il a une chenille, que vous voyez ici, cette chenille, elle a des jolies couleurs, il y a quand même des couleurs qui devraient juste vous dire attention, hein, mais non, je ne veux pas faire des exercices avec vous, mais rappelez-vous que ces couleurs, ce mélange de couleurs, faites attention. Cette chenille va se nourrir de plantes qu'on appelle des plantes de la famille des Asclepiadaceae, je vais y arriver, des Asclepiades, en fait, et ces plantes possèdent des alcaloïdes qui sont toxiques. Donc la chenille va se nourrir de ces toxines, et en fait, chaque fois qu'un oiseau va tenter d'attraper une chenille, il n'en attrape qu'une seule dans sa vie. Parce qu'il goûte et il vomit immédiatement. Donc, il va dire, oula, tout ça, je laisse de côté. Mais ce qui est intéressant, c'est que les toxines vont passer de la chenille dans le papillon adulte, et le papillon est ainsi protégé. Il est aussi protégé, mais lui, il n'a rien fait pour être protégé, c'est juste que la chenille, elle, en se nourrissant, a capturé ces alcaloïdes qui vont le protéger. Voilà, jolie histoire, hein, comme ça, on se protège. Mais il existe un autre papillon, qu'on appelle le vice-roi. Alors évidemment, c'est un grade en dessous. Le vice-roi, lui, il est beaucoup moins toxique parce que sa chenille mange des feuilles de saule. Et dans le saule, vous avez quand même de l'acide salicylique, ce qui est quand même une substance qui quand même peut présenter une certaine toxicité, mais il faut manger beaucoup de chenilles. Mais en fait, lui, copie étrangement le monarque. En revanche, sa chenille, ça ressemble à une crotte. Donc c'est tout à fait étonnant, mais c'est vraiment... ce qui veut dire qu'à ce stade-là, la chenille, elle n'a pas trouvé de moyen, ou en tout cas, elle a un autre moyen pour se protéger, c'est de ne pas ressembler à une belle, on va dire une belle chenille avec des belles couleurs, non, c'est de ressembler plutôt à une sorte d'excrément qui va se trouver sur le végétal dont elle se nourrit. Et puis, à ce moment-là, elle a une protection par un mimétisme, on va dire protecteur, mais elle n'est pas toxique ou très peu toxique, mais de nouveau, l'adulte sera peu toxique, mais il copie une autre espèce qui est toxique. Donc, beaucoup d'exemples comme ça existent dans la nature. En fait, toute la nature est faite comme ça. Alors après, ce que vous pouvez toujours essayer, c'est de faire peur aux autres. Ça, c'est évidemment une très bonne stratégie. Et vous savez très bien que si par hasard vous croisez un ours, vous savez que maintenant on commence à avoir des ours dans la partie sud-est de la Suisse, donc vous avez deux solutions. Il ne faut jamais courir devant un ours, il court beaucoup plus vite que vous. Donc ça, mais il faut le savoir. Il faut réfléchir, vous dire, ah non, c'est un ours, ne pas courir, il a dit le monsieur. Donc on ne court pas, on s'arrête. Donc vous pouvez soit
vous couchez par terre, mais il faut se coucher par terre avec un rucksack. Si vous n'avez pas votre sac de montagne, à mon avis, vous êtes condamné. Pourquoi? Parce que devant l'ours, vous devrez remonter votre rucksack sur votre cou. Hein, vous ne regardez surtout pas l'ours dans les yeux. Vous avez la tête par terre, votre rucksack sur le cou. Et à ce moment-là, l'ours va venir vous renifler, vous donner quelques baffes, mais pas grand-chose. Donc là, déjà, ça c'est la première chose. Ça, vous pouvez essayer. En fait, ça, vous pouvez pratiquer, ça marche très bien. Mais il faut me croire, hein, je ne raconte pas que des bêtises, il faut me croire, ça marche. En revanche, l'autre stratégie, alors il faut une table ou bien il faut une échelle, enfin il faut un peu de matériel, ce qui est rarement le cas quand vous êtes promené en nature pour trouver un ours. Donc c'est pas grimper sur un arbre parce qu'il grimpe aussi plus vite que vous, mais c'est de monter sur une table et de vous faire impressionnant, de vous faire de la taille d'un grizzly. Nous on a de l'ours brun, hein, l'ours brun c'est 1,70 m environ, donc en montant sur une table vous gagnez 50 cm, vous êtes à 2,30 m, et à ce moment-là il faut pousser un rugissement, il faut être vraiment, et là l'ours brun va vous garder et risque de passer son chemin. Je dis risque parce qu'on manque un peu d'expérience là. C'est la deuxième stratégie que vous pourriez faire pour tenter de survivre. Alors un petit exemple qui est très sympa parce que d'une part, c'est un petit sphinx, un très joli sphinx qui est rose, dur avoir du rose, ça fait vraiment pour les filles, non? C'est un sphinx, ça c'est probablement même un mâle. Donc c'est un sphinx qui vit chez nous, ça s'appelle le sphinx de la vigne. Et il a une chenille qui fait des choses tout à fait étonnantes. C'est que la chenille, en fait, lorsque vous la dérangez, elle gonfle sa tête, la partie antérieure de sa tête sur laquelle se trouvent des yeux. Et à ce moment-là, vous avez l'impression d'avoir un serpent. Et en fait, le prédateur va lâcher, en fait, il ne va pas poursuivre son attaque. Et ça marche très très bien. Alors, effectivement, vous allez me dire, mais si ça marche trop bien, il y aura toujours plus de chenilles, il y aura toujours plus de papillons. Non, parce que l'adulte de papillon rose et vert, lui, ça se voit assez bien, donc il se fait quand même attraper par des chauves-souris, c'est un papillon nocturne. Donc lui, les populations diminuent quand même, mais la chenille est fort bien protégée en imitant une autre espèce qui est un serpent. Et même, bon, c'est des chenilles de sphinx, sont comme des chenilles qui font 5 à 7 cm de longueur pour au minimum 1,5 cm de diamètre. Donc vous voyez que c'est quand même des grosses chenilles et que ça suffit pour repousser un prédateur, imiter quelqu'un qu'on n'aime pas trop, c'est-à-dire surtout les serpents. Alors évidemment, je vous parlais de ces fameuses couleurs d'avertissement, maintenant on fait un test, est-ce qu'il y a un danger sur ces photos? Eh bien, bravo, je vous félicite parce que tout est dangereux sur cette photo. Et j'aimerais pour une fois couper un mythe contre lequel je m'élève depuis au moins 30 ans. C'est le mythe de la coccinelle. Parce que vous prenez la coccinelle, tout le monde dit « Oh, la bête à mon Dieu, la coccinelle », tout le monde fond devant une coccinelle. Et c'est bien, c'est dégoûtant. La coccinelle est un être ignoble. Il faut le savoir. Pourquoi? Parce que la coccinelle a toutes les couleurs d'avertissement. Il y a du rouge, du jaune, du blanc, parfois du jaune, du rouge et noir. Donc elle a les couleurs d'avertissement. Ça veut dire une chose, une coccinelle est non consommable. C'est affreusement toxique. Ce qui explique que la majorité des coccinelles dans les jardins ne sont pas consommées par les oiseaux, qui savent très bien que ce truc rouge, noir, blanc avec du jaune, ça ne se consomme pas. Alors il y a certaines coccinelles qui sont encore plus toxiques, notamment la coccinelle asiatique qui a envahi un tout petit peu la Suisse depuis une quinzaine d'années. Eh bien, cette coccinelle-là, vous pouvez faire l'expérience, hein, si jamais vous avez un envahissement de coccinelles asiatiques, parce qu'elles viennent en groupe en automne se mettre souvent, parfois à l'intérieur des habitations. Donc vous prenez votre aspirateur, ce qui est une très mauvaise stratégie, mais vous prenez l'aspirateur, vous aspirez les coccinelles et après vous sentez l'aspirateur. Alors là vous pouvez changer l'aspirateur parce que c'est juste une odeur mais repoussante à un point extraordinaire, ce qui montre que la coccinelle est juste une bête sordide. Donc à vos petits-enfants, enfants-petits-enfants, dites-leur la vérité une fois pour toutes, que l'on regarde les coccinelles quand même d'un peu loin et que l'on sache que ces espèces-là méritent qu'on on va rien faire d'autre que les garder dans leur jardin, parce que c'est joli, mais quand même. Bon, ici, c'est des choses qui sont alors beaucoup plus toxiques, puisque ce sont des petits amphibiens de la famille des dendrobates, qui ont vraiment des couleurs incroyables. Il faut savoir que ces espèces vivent en forêt tropicale humide, donc on ne voit pas grand-chose, donc les couleurs sont très très marquées, souvent vraiment des contrastes de couleurs. Et les peuplades, souvent en forêt amazonienne, ne font que prélever ces petites grenouilles sur une feuille,
prendre délicatement un petit bâton et frotter le dos de la grenouille, et avec ça, ils vont enduire les pointes de leurs flèches, et ça donne un poison qui est fulgurant, avec lequel ils peuvent attraper des herbivores et d'autres espèces animales sans aucun problème. Donc, quand vous voyez ça dans votre jardin, soit méfiez-vous, touchez pas. Ce sont vraiment des espèces bien toxiques. Un autre exemple qui, lui, est plus proche de chez nous, qui est très sympathique, parce que là, si vous ne regardez pas ou un peu rapidement, bien, j'allais vous dire, voilà, on a affaire à une guêpe, puisque c'est noir et jaune, voilà. Eh bien, c'est tout à fait inoffensif, parce que c'est un très joli papillon, et la famille de ce papillon vous indique exactement ce qui se passe, c'est ce qu'on appelle une saisie. Donc, voilà, vous êtes fait tromper, vous êtes un peu saisi par ce qui se passe. C'est un papillon, lorsqu'il émerge au stade adulte, il étend ses ailes et toutes les écailles qui sont sur ses ailes tombent. Les ailes deviennent transparentes, comme ça il ressemble beaucoup mieux à une espèce d'hyménoptère, parce qu'il y a 2 paires d'ailes transparentes, donc ça y ressemble tout à fait, et ça lui assure une excellente protection. Ce qui veut aussi dire que, encore une de ces idées reçues, la chronique de banlieue, si on touche un papillon, il ne peut plus voler. Celui-là, il n'a plus aucune écaille sur les ailes et il vole très bien. Donc les papillons, même si on les prend malheureusement dans les doigts, on peut les laisser voler, mais si on les prend dans les doigts qui perdent leurs écailles, ça ne change rien. Bon, s'il n'y a plus d'écailles du tout, ça va quand même affecter un petit peu le vol, mais ça ne tue pas l'animal. Alors, j'aimerais vous parler d'encore 1 ou 2 cas, là, oui, il me reste encore juste quelques minutes. Donc un cas qui est ce qu'on appelle le stooting, qui est en fait un comportement bien particulier que l'on a chez les gazelles, notamment la gazelle de Thomson, qui est une petite gazelle que l'on trouve en Afrique. Tout d'un coup, on les voit sauter sur place, et on peut se demander, finalement, à quoi ça sert. Alors, vous pensez bien qu'il y en a déjà beaucoup qui se sont posé la question, mais à quoi ça peut servir? Alors, on a imaginé un nombre de possibilités pour tenter d'expliquer ce comportement. La première, c'est de détecter un prédateur dans les hautes herbes. C'est pas mal, vous sautez, vous regardez. Ça, c'est pas mal. 2, c'est vous sautez, les autres disent, qu'est-ce qui se passe? Elles sautent, on se taille. Donc ça pourrait être un signal d'alarme, parce que le prédateur n'est pas toujours visible. Donc, en fait, système anti-prédateur, si plusieurs individus sautent, parce que le prédateur, si tout le monde saute, et à un moment donné, le prédateur, il ne sait plus après qui courir, donc c'est vrai qu'il peut un peu perdre espoir. Donc le moyen d'échapper à un prédateur, le problème c'est que ça saute sur place. Donc il y a quand même à un moment donné, vous retombez, et là, le prédateur, s'il connaît ce truc, et il le connaît, il n'a qu'à attendre en bas. Et puis aussi, une chose qui est vraiment intéressante, c'est que en sautant, vous montrez que plus vous sautez haut, plus vous avez une puissance. Vous êtes vraiment tout à fait fit. Et c'est vrai que la notion de fitness en biologie est une notion très importante. Donc en fait, il est évident que pour vos congénères, vous allez montrer que moi je saute le plus haut, donc c'est moi le plus fort. Donc si vous êtes un mâle, ça veut dire que vous allez peut-être avoir accès à plusieurs femelles. Si vous êtes une femelle, parce que les 2 sexes le font, se dire « Ouh, ça c'est une bonne femelle, il faut que je la repère ». Donc, voilà ce qui est. La seule chose qu'on a pu vérifier aujourd'hui, c'est que la seule hypothèse qui marche, c'est juste avertir le prédateur, quand vous sautez haut et que vous êtes fort, c'est que ça ne vaut pas la peine de poursuivre. Et étonnamment, lorsque vous avez dans un groupe, vous avez une quinzaine d'individus qui partent en même temps, mais vous en avez 2 ou 3 qui sautent, la plupart du temps, même en sautant sur place, ceux-ci ne sont pas attrapés. Le prédateur se disant que s'il se repose, il va partir vraiment très vite et je n'ai pas de chance de l'attraper. Voilà, alors ça sera le dernier exemple. C'est le cas des zèbres, parce qu'on discute tous les 10 ans, périodiquement on discute des zèbres. Donc là, je vous ai fait un effet pour voir si vous commenciez à... Non. Alors, la grande question avec les zèbres, mais finalement, à quoi servent ces zébrures? À quoi ça sert d'être rayé? Alors, des hypothèses, on a eu des tas. Alors, la plus ancienne, elle est très intéressante, parce que la plus ancienne, elle date de M. Wallace. M. Wallace, c'était quelqu'un qui, malheureusement, n'est pas trop resté dans la littérature scientifique, mais c'est probablement celui qui a découvert la même théorie que Darwin, en même temps que Darwin, et probablement même un petit peu avant,
Et il avait écrit un article, M. Wallace a été voir M. Darwin parce qu'il avait beaucoup d'estime pour M. Darwin. Et Darwin s'est dit, ouh la vache, il faut qu'on publie. Et ils ont publié ensemble. Marrant, hein, parce que Darwin n'était pas prêt. Mais en fait, à cause de l'article de Wallace, ils ont publié ensemble un article sur la sélection naturelle. Et en fait, Wallace avait imaginé cette première hypothèse pour les zèbres. Eh bien, c'est un camouflage. Les zèbres vivent en groupe. Donc, quand vous avez 10 zèbres qui bougent, mais pas forcément à la même vitesse, eh bien, au bout d'un moment, vous commencez à être peu bien. C'est-à-dire, pour un prédateur, ça a un problème, c'est que vous ne savez plus très bien où commence le zèbre 1 et le zèbre 2. Quand vous devez les attraper, si vous êtes seul, il faut les attraper ici. Donc, ça va être difficile de savoir où est le coup. Donc, ce serait la première chose. Perturbation, et puis, c'est probablement une hypothèse qui tient toujours. Mais on s'est rendu compte aussi que les mouches tsetse, et c'est vrai que les mouches tsetse, on en parle beaucoup en Afrique, elles sont très abondantes, elles vont aussi affecter les animaux et transmettre, entre guillemets, une certaine forme de maladie du sommeil. Eh bien, le fait d'être rayé fait que vous avez beaucoup moins de mouches. Alors, faites l'observation. Alors, vous pouvez, bon, il faudrait prendre une vache, il faudrait la peindre, mais c'est plus difficile chez nous, mais regardez, les vaches qui ont beaucoup de petites taches par rapport à des vaches qui ont des grandes taches. Eh bien, on verra que les vaches qui ont des grandes taches, elles ont beaucoup plus de mouches que les vaches qui ont des petites taches et qui ont un contraste de couleur. Il semble que, alors c'est surtout le blanc, alors s'il y a des cavaliers parmi vous, vous savez que si vous avez un cheval qui est vraiment d'un beau blanc, eh bien, vous aurez très très peu de tons qui vont poursuivre le cheval, alors que votre voisine qui a un cheval beau brun, elle sera toujours à chasser des tons, à gesticuler. Et on s'est rendu compte que le blanc, la diffraction de la lumière sur le pelage fait que les insectes sont perturbés et ont de la peine à atterrir. Donc ça marche. Mais voilà, la preuve n'est pas forcément suffisante pour en faire une bonne hypothèse. L'autre chose, c'est que si vous êtes noir et blanc, eh bien, ce qui est blanc va devenir... Non, va rester froid, et ce qui est noir va chauffer. D'accord? Donc vous allez avoir une sorte de radiateur, hein, comme ça. L'avantage d'un radiateur, c'est que lorsque vous vous déplacez, eh bien, vous allez en fait déplacer les masses d'air qui ressortent de la peau, d'accord, hein, c'est-à-dire sur la raie noire, vous aurez du chaud, vous bougez un peu, le chaud va passer sur le blanc, ça va se refroidir, et il semble que pour ces espèces, je vous rappelle que les zèbres peuvent passer des journées entières en plein soleil, eh bien qu'il suffit de bouger un petit peu pour avoir un système de réfrigération qui est tout à fait original. Alors, théoriquement, ça marche, ça a été prouvé, les mesures ont été faites, mais il y a quand même des gens qui ont observé des zèbres et qui ont vu des zèbres qui ne bougeaient pas toute la journée, ils se sont dit, bon ben voilà. Donc la théorie, entre la pratique et la théorie, il y a peut-être encore une petite distance. Et puis finalement, j'espère que vous avez bien observé, si vous regardez des zèbres, eh bien, il n'y a pas un zèbre qui ressemble à un autre, les rayures ont toujours des petites différences, et ça pourrait être un signal de reconnaissance. Alors, c'est évidemment assez difficile à mettre en évidence, hein, on sait que les zèbres ont aussi de la voix, donc ils peuvent aussi reconnaître leur jeu avec la voix, mais toujours est-il que la toute première hypothèse, c'est quand même probablement toujours celle qui tient, celle que l'on peut vérifier. En fait, ça gêne le prédateur, et que le prédateur va devoir, pour attraper sa proie, d'éloigner un individu du groupe, comme ça il ne sera plus un peu perturbé par toutes ces rayes noires et blanches qui se promènent dans ses yeux et qui ont un effet hypnotique. Voilà, je crois que mon temps est passé. Si vous avez des questions, j'essaierai d'y répondre. Ah oui, il fallait une conclusion, une petite conclusion. Donc, en fait, on lutte tous constamment pour notre survie. Alors, on fait des choses sans vraiment le savoir, ça c'est sûr, hein, et heureusement, parce que sinon on penserait un peu trop, mais ce qu'il faut savoir, c'est que chez les espèces animales, vous avez toujours développé un truc de plus pour l'autre, puis l'autre va développer un truc supérieur, etc. Donc, c'est une course aux armements. Ça se voit surtout chez les parasites qui sont extraordinaires, on n'en a pas parlé, mais ils sont extraordinaires pour survivre. Et puis, finalement, on est quand même dépendant de la sélection naturelle. Donc, il y a de bons espoirs de voir que le devenir de l'espèce humaine va nous donner quelqu'un qui, avec toutes ces connaissances-là, s'il ne trouve pas un moyen pour assurer sa survie. Voilà, je vous remercie de votre attention. Merci. Vraiment, merci beaucoup pour cette présentation qui me rendra plus confiant quand je
peut-être changer de couleur d'habillement aussi. Enfin, il y a plein d'enseignements à prendre. Et on a le temps pour quelques questions. Si dans la salle, il y a des gens qui veulent poser des questions, on a 5-10 minutes, pas plus, pour ça. Donc, s'il y a des espèces animales qui vous interpellent, des choses que vous voulez savoir, c'est peut-être le moment ou jamais. Moi, j'ai une petite question, parce que vous nous avez dit qu'il y avait des animaux qui imitaient, ou en tout cas par mimétisme, reprenaient les couleurs des prédateurs. Est-ce que l'inverse est vrai? Est-ce qu'il y a des prédateurs qui imitent des proies pour passer inaperçus? Ouais, c'est beaucoup plus vicieux que ça. Il y a des prédateurs, alors on trouve ça chez des punaises qui vont se nourrir de pucerons. Alors, évidemment, si une punaise arrive chez les pucerons, tous les pucerons vont bouger, enfin, ça va être la panique. Mais la punaise, un truc, c'est de se faire mouton, c'est-à-dire qu'elle va se mettre des tas de déchets sur la tête, elle va se coller des tas de déchets partout. Puis en fait, vous avez une sorte de petit tas de poussière qui avance comme ça. Et en fait, les pucerons ne voient rien. Donc voilà, donc ça c'est le loup dans la bergerie. Donc c'est vraiment. Donc ça existe pour leurrer la proie. Donc c'est précis. Mais donc limiter totalement, c'est jamais dans le sens que ça marche. C'est toujours dans le sens inverse. Question? Moi j'en ai peut-être une. Oui. On voit dans les chasseurs, ils sont toujours habillés en orange. On se demande comment ça se fait que pour nous, l'orange c'est ultra visible, puis pour les biches, pour les cerfs, ils sont visibles. Oui, alors il y a deux choses. Il y a une survie pour le chasseur. C'est ça, c'est pas tirer sur le chasseur. C'est la raison numéro 1. La raison numéro 2, c'est qu'il y a quand même pas seulement d'animaux qui n'ont pas les mêmes pigments, c'est-à-dire qu'ils ne vont pas avoir les mêmes visions que nous. Hein. Il y a quand même beaucoup d'animaux qui voient en noir et blanc. Dans les herbivores, on pense que la couleur a une très faible importance et il est probable que même en étant bel orange, vous ne sortez pas sur l'horizon. Donc c'est probablement ça la principale raison. Mais je pense que la raison de base, c'est quand même la survie du chasseur. Ah oui, ça alors. Il y a une autre question? Oui. Donc aujourd'hui, l'être humain n'est plus trop sujet aux prédateurs de la nature, mais à l'époque où il vivait encore dans les cavernes, qui dormait la belle étoile, est-ce qu'on sait à peu près la stratégie qui a été sélectionnée dans notre espèce pour survivre? Est-ce qu'il y a une stratégie principale qui a été sélectionnée chez nous? Probablement pas. La seule stratégie, c'était d'augmenter la reproduction, c'est-à-dire d'avoir plus de mâles, parce qu'en fait, les mâles étaient ceux qui se déplaçaient pour la chasse, donc c'était ceux qui se attrapaient. Donc on a constaté, ça c'est quand même assez étrange, parce qu'on a des chiffres sur la Première Guerre mondiale, c'est que lorsqu'on a un conflit qui dure sur plusieurs années, qui entraîne des restrictions, etc., c'est qu'il y a plus de garçons qui sont faits. Mais beaucoup plus, pas 105 garçons contre 100 filles, mais ça peut monter jusqu'à 120, 130. Donc c'est énorme. Donc c'est vraiment, ça c'est ce qu'on appelle la pression de sélection. Et l'homme n'était pas si doué que ça. Donc en fait, en ayant plus de garçons, il avait des chances, c'est qu'il y en a un ou deux qui se faisaient attraper dès qu'ils se mettaient à chasser. Je pense qu'ils chassaient relativement jeunes, avant l'âge d'être reproducteur, et puis qu'au moment de l'âge de reproduction, on avait à peu près le bon sexe ratio. Encore une question? Oui, rapidement, vous aviez parlé des végétaux, des plantes. Je voulais savoir s'il y a les mêmes mécanismes de mimétisme. Absolument, absolument. Et c'est parfois encore pire, mais je vous donnerai un exemple qui est très drôle, c'est les orchidées. Vous avez une quantité d'orchidées, on parle de l'ophrys mouche, l'ophrys bourdon, qui sont si vous voulez, la fleur ressemble à un derrière de bourdon ou de mouche, ça dépend. Et en fait, l'idée, c'est d'attirer des bourdons. Alors, il faut encore mettre un petit coup de parfum, parce que là, c'est un peu plus compliqué, il faut attirer le bourdon. Et il y a une chose qui est drôle, c'est que souvent, les mâles de bourdon sont prêts avant les femelles. Donc, ils ont un peu de temps pour se promener. Donc, en fait, ils vont vers les orchidées, ils sont attirés par les parfums, et ils vont faire comme s'ils allaient s'accoupler avec l'orchidée, puisque ça ressemble à un derrière de femelle. Donc, ils s'accouplent. Et en fait, en s'accouplant, ils vont rentrer la tête à l'intérieur de la corolle, et à ce moment-là, il y a ce qu'on appelle des pollinies, c'est deux sacs avec les grains de pollen, qui pop, se décollent, se crochent sur le thorax. Bon, le bourdon essaye, ça ne marche pas, il s'en va, mais il a les deux sacs de pollinies, et en visitant une autre fleur, il va féconder une autre fleur. Donc c'est quand même, c'est la stratégie pour la survie, qui est d'assurer la reproduction de la fleur, marche très bien. Merci beaucoup. Alors,